Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale avec le Vera Lifestyle comme tous les mercredis puisque Vera recevra Martine et Olaf, ils sont les créateurs de Fun Éthique. Delphine Vespizer, regardez, et oui, elle est avec des amoureux des arbres à Haguenau. C'est une nouvelle discipline, il paraît extrêmement zen. Dans l'actualité, c'est Josiane Chevalier, la nouvelle préfète du Grand Est et du Bas-Rhin, qui est notre invitée ce soir, à ne pas manquer, juste après l'information. Et du cinéma, du grand, avec Anastasia Mikova, co-réalisatrice du film Woman avec Yann Arthus Bertrand. C'est Le Monde vu par 2000 femmes de 50 pays différents. À ne pas manquer, voici le sommaire de cette soirée sur Alsace 20. Avant cela, le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous, c'est à la une de ce JT. Les vacances scolaires ont débuté en Alsace et certains ont choisi un stage de glisse. Skateboard, trottinette, roller, ils ont une semaine pour se perfectionner. À J-3 du début du salon de l'agriculture, zoom sur la production agricole alsacienne avec ce soir la pomme de terre. Et puis, à la veille du départ du 4L Trophy, où prennent part de nombreux étudiants alsaciens, nous avons rencontré un mécanicien de Colmar qui les accompagnera sur ce périple entre Biarritz et Marrakech. Plus que quelques jours avant le coup d'envoi du Salon international de l'agriculture qui ouvrira ses portes à Paris le 22 février. À cette occasion, nous vous proposons de découvrir la filière de la pomme de terre en Alsace. En 2019, le Grand Est était la deuxième région de production avec 11% de la production totale de pommes de terre en France, soit 656 000 tonnes. La terre alsacienne permet même la culture d'une variété primeur. Cécile Motz est allée à la rencontre d'une toute jeune productrice à Dutlenheim. Chez les Schweitz, on cultive 12 variétés de pommes de terre, de quoi produire chaque année entre 5 et 6 000 tonnes de tubercules. Et malgré la pluie ou le froid, le travail continue. Alors là, on fait les reliquats de sortie d'hiver pour voir les nutriments qui restent dans le sol. Après les prélèvements de sol pour les prochaines plantations, il faut passer au tri de la précédente récolte. L'entreprise est familiale, le père est à la direction, l'aîné à la compta et Clara, la cadette, compte bien venir s'ajouter au tableau. À 20 ans, elle a la pomme de terre dans la peau. Déjà la noblesse du métier qui est de nourrir les gens et après l'attrait de la pomme de terre en fait, puisque c'est un aliment assez simple, répandu, mais qui peut tout de même être valorisé. Depuis tout petit, j'observe les travaux un peu sur l'exploitation avec mon père et mon cousin. J'essaye de participer à mon niveau. Passionnée, Clara est consciente du travail exigeant qui l'attend. Encore 2 ans d'études pour pouvoir exercer à plein temps. La jeune femme souhaite même changer l'image de ce métier. Il y a énormément de bouleversements qui attendent l'agriculture à l'avenir. D'abord par les attentes des consommateurs qui sont soucieux de l'environnement et de leur santé. Et nous, on prend conscience de tout ça, de l'environnement, avec la volonté dans l'exploitation qui est de réduire l'utilisation des intrants et de tester de nouvelles techniques, notamment mécaniques. Et Jérémy, son cousin, l'attend déjà de pied ferme. Il travaille sur l'exploitation depuis une dizaine d'années. Chaque saison peut être différente. Un jour, un ancien m'a dit « Tu verras de la pomme de terre, tu n'auras jamais tout vu ». J'ai que 32 ans, mais c'est vrai, quoi. On passe du plant de la pomme de terre jusqu'au filet de 2,5 kg qui sort expédié. On s'ennuie pas. Roland Schweitz travaillait lui-même au champ avec ses parents. Mais après avoir produit du tabac ou encore du chou, il y a environ 30 ans, il s'est spécialisé dans la pomme de terre. Ah ouais, c'est la grenaille de quelle variété ça, nous? C'est la grenaille de Charlotte qu'on a mis de côté déjà à la récolte. Elle est bien, celle-là. On va essayer de commercialiser maintenant. Une passion et des connaissances transmises à ses enfants. On parlait d'autres choses à la maison, c'est vrai, mais quand même beaucoup de pommes de terre. Et ça fait vachement plaisir quand même de voir des jeunes qui ont envie de faire perdurer la chose. Je pense qu'au niveau des études, ils voient quand même pas mal de choses qui peuvent leur amener pas mal d'éléments pour appliquer des choses nouvelles. Avec mon expérience personnelle, je pense qu'on pourra faire encore de belles choses ensemble. Après résultat des analyses de sol prélevées ce matin, les premières pommes de terre devraient être plantées courant du mois de mars. Ce qui est sûr, c'est que chez les Schweitz, la relève semble assurée.
Pendant les vacances scolaires, certains s'occupent en jouant aux jeux vidéo ou au football. Pour d'autres, c'est l'occasion de se perfectionner au sport de glisse. Mais pas question de neige ici. Une douzaine de jeunes de tout niveau participent à un stage de trottinette, freestyle, roller et skateboard organisé par l'association Nouvelle Ligne. Le groupe va parcourir plus de 1300 km pour tester différents skateparks d'Alsace et des pays voisins. Aujourd'hui, ils ont fait étape au Boldag à Haguenau. Un reportage de Camille Roland. Essaye d'abord de faire comme si tu faisais semblant, mais bien le pied sur les vis. Voilà, ok, appuie un petit peu là, devant, comme si tu allais dropper. Je te tiens. 5, 4, 3, 2, 1. Vas-y, allez. S'élancer dans le vide, ce n'est pas toujours simple pour un skateur en herbe. Si Léonard n'a pas réussi cette fois, il compte bien s'entraîner pendant son stage pour réussir cette figure du drop. C'est un truc qui est toujours assez compliqué, même pour tout le monde qui fait du skate. C'est qu'en fait, vu qu'on est au-dessus du vide, on doit juste se lancer en avant, ça fait un peu flipper. Et du coup, en général, j'essaye juste de dropper tout le reste toutes les autres courbes qu'il y a. Et au bout d'un moment, j'y arrive en général. C'est justement pour se perfectionner à la trottinette freestyle, au roller et au skate qu'une douzaine de jeunes entre 8 à 17 ans se sont inscrits au NL Rolling School Winter Camp. Ce camp d'hiver, organisé par l'école de glisse de l'association Nouvelle Ligne, propose une tournée des skateparks de la région, en passant par l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse. Et aujourd'hui, le groupe fait étape à Haguenau. L'échauffement du coup terminé pour aujourd'hui, enfin en tout cas pour ce parc. Est-ce que vous avez pu prendre vos repères déjà du parc, vos marques, c'est bon? Ok, donc là vous pouvez commencer à faire quelques tricks, allez-y quand même doucement, ne vous jetez pas sur des gros rails ou sur des gros transferts. Ok, allez c'est parti. Sur le parquet de cette ancienne patinoire, aujourd'hui transformée en skatepark, les roues des trottinettes crissent, les figures, mais aussi parfois les chutes, s'enchaînent toute la journée. J'aime bien en fait, on peut faire les figures qu'on veut, on peut mixer, on peut prendre plusieurs rampes, on peut faire plein de trucs et on est libre, c'est ça qui est cool. Buttercup. Et après, y a paf, whip, le whip. Ça, c'est des figures qui sont un peu plus dures à réaliser. Après, il y a le niveau qui est un peu plus supérieur encore avec des backflips, des saltos arrière ou des choses comme ça, mais moi je ne suis pas là encore. C'est plutôt la glisse et le goût de l'extrême qui m'intéresse surtout dans cette discipline. Pour l'occasion, le site a été entièrement privatisé, un terrain de jeu idéal pour s'entraîner à réaliser des tail whips, des wheelies ou encore des kickflips sous les précieux conseils de leur éducateur Robin. Le fait de pouvoir changer assez régulièrement sur une semaine de skatepark, ils sont vraiment obligés de s'adapter à différents modules, différentes inclinaisons, différents rails et au final après ça leur permet vraiment de réussir à mettre leur figure sur toutes sortes et tout type de modules qui sont principalement sur de la pratique libre. Après s'ils veulent des apports techniques ou des conseils sur certaines figures, ça va être pour les débutants plus du placement de pied, comment réussir à se diriger, tourner, freiner. Et après pour ceux qui sont qui ont un niveau un petit peu plus élevé, ça va être plus de la confiance en soi, notamment pour faire des tricks un petit peu plus engagés sur des modules un petit peu plus gros. Alors que le skateboard arrive aux Jeux Olympiques et que la pratique de la trottinette se démocratise, les petits riders devraient être de plus en plus nombreux à s'élancer sur les rampes des skateparks. Et à chaque âge de son activité, le musée Wurth d'Erstein accueille régulièrement des enfants et leur propose des ateliers en lien avec les expositions. Un reportage d'Adrien Laby et Fanny Kunz. De jeunes artistes s'emparent du musée Wurth. Le crayon à la main, Anna, Adam, Mila et les autres commencent par un croquis sur une feuille de papier. Leur modèle pour cet atelier créatif, l'alphabet africain de l'artiste portugais José de Guimarães. 132 symboles dont les enfants pourront s'inspirer pour travailler de la feutrine. Fabriquer un peu avec différents papiers de cette matière, des dessins qu'on a fait, qu'on a pris de la salle là-bas. Alors j'ai choisi ça et ça. Ce qui me plaît, c'est le grand truc là. Le grand tableau avec tous les trucs avec. Ouais. Après, il y avait une cible, un jeu d'échecs et des pierres empilées. Et pourquoi tu as choisi ces motifs-là? Parce que je les trouvais jolis.
et parce que ils étaient d'une forme assez spéciale. José de Guimaraes, figure singulière de l'art contemporain, prend ses quartiers au musée Wurt. Les nombreuses œuvres exposées retracent la carrière de ce créateur à la croisée des mondes, livrant des expériences marquées par le voyage et la rencontre d'autres cultures. C'est un monsieur qui a fait son service militaire en tant qu'ingénieur en télécommunication. Et il a fait ce service militaire-là en Afrique, en Angola. Et qui dit communication dit alphabet. Et en fait, là-bas, il a découvert l'alphabet africain. Et ensuite, grâce à cet alphabet africain-là, il en a refait un lui-même. C'est son propre alphabet africain. Et ensuite, tout le reste de son œuvre va venir découler de ces formes-là, en fait. C'est un alphabet avec plusieurs formes, plusieurs couleurs. Et ensuite, il les mêle, en fait, pour réinventer un moyen de communication. Permettre aux plus jeunes de découvrir les œuvres du musée, c'est l'objectif de cet atelier. En reproduisant les gestes de l'artiste, ils peuvent ainsi comprendre son travail de manière ludique et amusante. Avec José de Guimaraes, parce qu'on est sur des symboles hyper universels, quoi. C'est des fragmentations du corps, c'est des couleurs aussi. Donc, avec les enfants, c'est facile, on s'amuse à les faire reconnaître différentes formes, à les faire remarquer qu'ils ne voient pas tous forcément la même chose. Donc il y a de l'espace pour l'interprétation aussi. Mais aussi par rapport à la carrière de l'artiste, c'est très important parce que c'est un répertoire de formes pour lui en fait. Donc de toute façon, si on comprend l'importance de composer des tableaux avec ces formes-là, on a compris le travail de l'artiste aussi d'une certaine façon. Enfin, c'est notre angle d'approche avec les enfants. Avec les adultes, on en parle un peu différemment, mais voilà. Les petits artistes pourront repartir avec leur création. L'exposition, c'est jusqu'au 15 mars et pendant les vacances scolaires, plusieurs animations jeunes publics sont proposées. Demain, c'est le départ du 4L Trophy. Chaque année, 3000 étudiants participent à ce raid automobile solidaire à bord de leur 4L et parmi eux de nombreux Alsaciens. Objectif, effectuer les 6000 km qui séparent Biarritz de Marrakech en une dizaine de jours. Mais les étudiants ne seront pas seuls. Ils sont accompagnés dans leur périple par des mécaniciens. Parmi eux, un Alsacien originaire de Colmar, Marine Zis et Pierre-Yves Viss l'ont rencontré quelques jours avant son départ. Voilà l'aventure que s'apprête à vivre Jean-Paul Meyer dès demain. Mais à quelques jours du départ, il est encore dans l'atelier de son garage à changer une ampoule. Ah là, au Maroc, c'est peut-être pas ça qui nous attend. Pas que ça en tout cas. Je pense que ce sera plus compliqué. Ça peut aller jusqu'à des démontages et remplacements de moteurs complets. Donc ça va être autre chose. Là, on a tout sous la main. Il y a juste à tendre le bras pour avoir les outils. Bon, bah, là, on va avoir des caisses à outils chacun, mais il va falloir se débrouiller. Et puis, on n'aura pas forcément tous les outils que l'on peut avoir dans un atelier. Donc, il faudra se débrouiller. C'est ça qui va être intéressant et peut-être marrant aussi des fois. Le tout dans des conditions particulières. Il peut intervenir en pleine nuit, dans des températures très basses ou encore au beau milieu du désert, avec les inconvénients de la poussière. Mais Jean-Paul Meyer, directeur du garage depuis 2001, n'a même pas peur. Son quotidien est un peu plus calme, quoique. Il partage son temps entre l'atelier, son bureau et le magasin pour gérer son équipe de 30 personnes. Cela fait déjà quelques années qu'il aide les participants du 4L Trophy en leur donnant du matériel ou les aidant sur certains aspects techniques. Cette année, il se lance dans l'aventure avec beaucoup d'enthousiasme. Côté bagages, Jean-Paul Meyer a pensé à quelques essentiels. Alors, en porte-bonheur, j'ai préparé, ça va vous faire rire, j'ai préparé une lampe témoin. Donc c'est pas un outil de diagnostic électronique pour les 4L, c'est une lampe témoin branchée sur la batterie avec une lampe pour vérifier différentes choses sur le moteur. Un tournevis, une clé de 12, voilà, pour l'instant c'est ce que j'ai préparé. Après aussi un duvet parce que les premières nuits sont très fraîches, on est dans l'Atlas donc à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, a priori il neige actuellement. Comme lui, plus de 80 mécaniciens accompagneront les équipages. Au total, ce sont environ 250 personnes qui se relayeront jour et nuit pour assurer la sécurité des participants. Et on termine ce JT avec l'image du jour, Oliviane. Quand un député joue au journaliste pour ses réseaux sociaux, c'est ce qu'a fait hier Bruno Fuchs à l'issue de la visite du président de la République. Bonjour à toutes les Mulhousiennes et les Mulhousiens, je m'apprête à repartir vers Paris. Je suis avec votre député, Bruno Fuchs, et pour faire le petit point sur la journée, d'abord je voulais vous remercier de l'accueil formidable que j'ai reçu à Mulhouse ce matin. Et le président a joué le jeu pendant 1 minute et 11 secondes
en remerciant même les Mulhousiens une seconde fois à la fin de son petit discours. Voilà, en tout cas, merci pour votre accueil, votre engagement, que vous soyez dans l'éducation, la culture, le sport, le périscolaire. Un immense merci et à très bientôt. Voilà, et on vient de faire la même chose avec nos invités, Anna, puisqu'on accueille Vera, mais également Josiane Chevalier, nouvelle préfète du Grand Est, Anastasia Mikova, co-réalisatrice avec Yann Arthus Bertrand du film Woman. Voilà le sommaire. Et oui, Instagram, vous êtes toutes les deux passées, mesdames. On en parle de tout cela après la météo. C'est parti. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce jeudi 20 février. C'est un temps sec qui nous attend en ce jeudi. Alors en matinée, on verra toujours quelques passages nuageux sur l'ensemble de l'Alsace, mais ils alterneront avec pas mal de passages d'éclaircies tout de même. Côté Mercure, on reste toujours aux alentours des 4-5 degrés en matinée, 4 degrés prévus dans le nord du Bas-Rhin ainsi que du côté de Colmar, 5 degrés la maximale ce sera pour Strasbourg, 3 degrés du côté de Baldersheim ou encore de Saint-Louis. L'après-midi, c'est le soleil qui gagne du terrain, notamment sur le centre Alsace, avec un joli soleil du côté de Strasbourg ou encore de Colmar, en passant par Sélestat bien sûr. Et dans le nord et le sud du territoire alsacien, on retrouvera encore ces quelques nuages qui persistent. Côté Mercure, ça grimpe, hein, c'est très agréable. En après-midi, vous voyez 13 degrés prévus pour le centre Alsace, toujours 11 degrés du côté de Saverne, Sarre-Union ou encore Wissembourg, 12 degrés, ce sera pour Mulhouse. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de vendredi, avec toujours beaucoup de soleil. Et vous voyez, plus on descend dans le sud et plus le soleil brillera. Toujours quelques nuages qui traînent dans le nord du territoire, mais vraiment rien de bien méchant, avec des températures en légère baisse. Vendredi après-midi, elles pourront atteindre 9 degrés en Alsace, 8 à 9 degrés chez nos voisins allemands et suisses. Jeudi, nous serons donc le 20 février 2020 et nous fêterons les aimés et eux. Le soleil se lèvera à 7h28 pour se recoucher à 17h57. On gagne encore 3 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et je vous retrouve demain. Salut! Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Et l'invité de la rédaction ce soir, Josiane Chevalier, préfète du Grand Est et du Bas-Rhin. Comment allez-vous ? Bonsoir, je vais très bien et je vous remercie pour votre invitation. Voilà, on va faire connaissance puisque vous nous arrivez de Corse. Vous êtes diplômé d'administration publique de l'Institut régional d'administration de Lyon. Vous avez un DESS, on ne dit plus DES maintenant, mais un DESS en management des politiques sociales. Votre carrière, c'est l'administration dès 1981. Puis, on fait une grande ellipse en 2002, la préfectorale, sous préfète de Vitry-le-François. Puis, différentes affectations, le Jura, la Savoie, les Hauts-de-Seine, le Rhône. En 2012, vous êtes préfète. C'est dans le Tarn, les Pyrénées-Orientales et l'Essonne. Vous arrivez en Corse il y a à peine 2 ans, c'était en 2018, avant cette nomination qui est intervenue le 3 février 2020. J'ai regardé, dans votre parcours, tous les 2 ans, vous avez quitté votre poste, vous êtes allé ailleurs. Comment ça se fait ? Ouais, c'est le jeu des mutations. Dans notre métier, il y a une règle. Nous sommes à la disposition du gouvernement. Ouais. Et quand on estime devoir rendre un service ailleurs, nous sommes nommés Conseil des ministres sur une autre région. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de notre métier, mais ce qui veut dire aussi qu'il faut apprendre très vite, apprendre à comprendre le territoire, apprendre à ce qui peut faire les spécificités, justement. À peine arrivé, vous étiez déjà dans vos fonctions, puisqu'on vient de vous voir là à l'antenne. Et pourquoi l'Alsace ? Qu'est-ce que vous connaissiez de la région ? Je connaissais Strasbourg. Dans la région Grand Est, je connaissais l'ex-région Champagne-Ardenne, puisque j'ai démarré ma carrière préfectorale à Vitry-le-François. J'ai été très heureuse d'ailleurs d'y retourner samedi dernier, parce que comme vous le savez sans doute, je suis une femme qui aime le terrain et je suis une femme qui aime les gens. Alors, vous dites que vous êtes une femme d'engagement, mais une main de fer quand même. Vous confirmez ça, Josiane Chevalier ? J'ai l'habitude de dire que je suis une patronne exigeante. Je le suis avec moi-même, donc il m'arrive aussi de l'être avec les autres. Et j'ai vraiment l'intérêt général dans mon ADN et le souci de faire avancer les dossiers d'un territoire. Quand je suis nommée dans un département, en l'occurrence dans une région, j'ai vraiment à cœur d'être à l'écoute, mais aussi d'être une préfète utile.
C'est ce qu'on va découvrir ensemble. La sécurité, en tout cas, c'est une de vos priorités. Il y a évidemment, en Alsace, Anastasia, vous connaissez peut-être moins l'Alsace, il y a toujours, quand je dis toujours, ça fait 25 ans que j'entends des violences durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Là, elles ont été catastrophiques. Des centaines d'images sont actuellement analysées, caméras de surveillance, les réseaux sociaux. Ça, c'est le côté de la justice. C'est une situation qui dure, Madame la Préfète, depuis plus de 25 ans à Strasbourg. C'est presque une spécificité, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors, on aimerait qu'on se souvienne de Strasbourg pour beaucoup d'autres raisons positives, parce que Strasbourg est une capitale européenne et effectivement, la dernière nuit de la Saint-Sylvestre a été désastreuse. Le maire de Strasbourg m'expliquait que la tendance s'était quand même inversée, mais depuis 2018 et 2019 surtout, les choses ne se sont pas bien passées. Donc il ne nous a pas échappé que sur le volet sécuritaire, il y a eu près de 80 interpellations, 40 le soir de la nuit Saint-Sylvestre et 40 depuis. Donc moi, ce que j'ai souhaité à mon arrivée, puisque c'est effectivement un dossier prioritaire, c'est une image qui fait mal à cette capitale européenne, et donc j'ai souhaité qu'on mette en place un plan d'action global, partagé avec tous les services de l'État, mais également avec les élus, un plan d'action qui comporte deux volets. Un volet préventif, parce qu'il faut qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé, de travailler sur le fond des problèmes, mais également un volet sur l'autorité, ce qui justifie effectivement que j'ai donné des consignes à mes services pour interpeller, pour effectivement s'investir sur le volet de la sécurité, et après la procureure sur le volet judiciaire engagera les démarches. Et d'ailleurs c'est un plan que nous partageons toutes les deux, puisqu'elle a le rôle de l'autorité judiciaire, moi le rôle de l'autorité administrative, et on essaie de rendre ces rôles complémentaires, mais en impliquant aussi d'autres acteurs. Je pense notamment à l'éducation nationale. Je déjeunais ce midi avec la nouvelle rectrice qui sera également très engagée sur le travail de fond. Alors, on va parler de Fessenheim, évidemment, c'est un sujet très important ici en Alsace. Premier réacteur, il va être arrêté dans 3 jours. Hein. Voilà, c'est le début de la fin. Comment est-ce qu'on gère, je demandais des réponses courtes parce qu'on n'aura pas trop de temps, comment est-ce qu'on gère l'après-Fessenheim? Alors, c'était un engagement, d'abord, il faut le rappeler, du président de la République, dans le cadre de la stratégie énergétique. En fait... on parlait de technocentre, on parlait de choses comme ça, les gens sont inquiets. Il faut s'atteler maintenant, c'est un véritable projet de territoire. C'est l'objectif d'un groupe de travail qui va être mis en place. Madame Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires, l'a indiqué. Voilà, elle connaît fort bien le Grand Est, comme elle connaissait très bien la Corse aussi. Et donc, pour l'avoir vu récemment, elle souhaite effectivement que ce groupe de travail soit mis en place rapidement pour aboutir à ce projet de territoire qui devra être co-construit avec les élus. Vous avez sans doute noté aussi qu'il y a une mission parlementaire qui a été confiée à 2 députés, un du Bas-Rhin, un du Haut-Rhin. L'équilibre est respecté. Et donc cette mission parlementaire devra aussi être force de proposition. Donc le souhait, c'est vraiment d'aboutir à ce projet de territoire pour passer à une autre phase. Et on en arrive à notre région alsacienne. On dit toujours la région Alsace ici. En tout cas, vous êtes vous pour le droit à la différenciation. Vous arrivez de Corse. Hein. Vous savez très bien de quoi je veux parler. La Corse qui entretient d'ailleurs des relations souvent très tumultueuses avec l'État français. Vous arrivez ici dans une future collectivité européenne d'Alsace qui est adossée au Grand Est. Est-ce que c'est un dossier qui va être complexe pour vous à gérer, sachant qu'il y a toujours des tiraillements et sachant que votre prédécesseur, Jean-Luc Marc, avait été une des chevilles ouvrières en fait, de ce dossier? Tout à fait, puisque c'est effectivement son rapport qui a été suivi par le gouvernement avec l'idée d'accepter cette collectivité européenne d'Alsace qui sera la constitution d'un nouveau département.
c'est pas un dossier complexe, c'est un dossier passionnant, c'est un défi qui nous attend. Et les équipes sont déjà au travail, bien avant mon arrivée, à la fois les équipes de l'État, mais également les équipes des deux collectivités. J'ai rencontré dès mon arrivée le président du conseil départemental du Bas-Rhin et la présidente Brigitte Kingert. Et donc, nous avons eu un très bon contact. Et ensemble, nous devons réussir, mais également aussi, bien sûr, avec le président du conseil régional, quand on discutera des différentes compétences. Une dernière petite question. Vous êtes préfète du Grand Est et du Bas-Rhin. Est-ce que vous viendrez préfète du Grand Est et de la collectivité européenne d'Alsace l'an prochain ? La collectivité européenne d'Alsace fera partie, comme elle l'est déjà, donc de la grande région. Donc je serai bien évidemment... mais le terme de Bas-Rhin devrait oui, mais je rappelle qu'il demeurera 2 préfectures. C'est ça. Voilà, donc il faudra, puisque les départements ne seront pas supprimés, les départements, entités administratives ne sont pas supprimés. Donc il m'appartiendra, avec mon collègue du Haut-Rhin, d'harmoniser nos procédures et de faire en sorte que nous aussi, côté État, on soit au rendez-vous de cette collectivité qui n'aura pas un statut particulier, mais qui aura des compétences particulière. On vous invitera, il y aura beaucoup de dossiers à voir cette année avec vous. Soyez là en tout cas la bienvenue. Voilà, vous venez de faire, Anastasia, connaissance avec la nouvelle préfète de notre région. Anastasia Mikova, vous êtes co-réalisatrice d'un film exceptionnel. Je le dis vraiment parce que j'ai été très étonné, très bouleversé par le contenu. J'en ai parlé tout à l'heure au maquillage avec vous. C'est un film co-réalisé avec Yann Arthus-Bertrand, ça s'appelle Woman. On va quand même rappeler que vous êtes franco-ukrainienne. Je voulais que d'ailleurs, tu veux l'accueillir en russe ? Очень приятно. Voilà, on a pris un quota de Russes avec nous sur le plateau. Non, plus sérieusement. Je ne suis pas russe. Non, vous êtes ukrainienne. Vous vivez en France depuis 20 ans, études supérieures de langue et civilisation appliquée à la Sorbonne. Vous vouliez être journaliste. Ce qui est intéressant, c'est que l'argent et les fonds de Woman serviront à une association pour former des jeunes au métier des médias. Vous l'avez fait, vous avez bossé un petit peu partout, Canal+, France 2, F6, puis Vue du ciel, Yann Arthus-Bertrand. C'est comme ça que vous êtes rencontrés, que vous êtes retrouvés dans ce film. Comment est né, et on va vite voir les images, comment est né le projet Woman ? Déjà, pour commencer, j'ai envie de dire, depuis tout à l'heure, je vous écoute, je me dis, mais on aurait dû vous interviewer. Mais oui, j'ai failli vous poser la question avant, mais votre carrière a l'air passionnante. Mais écoutez, ce projet est né de notre précédent film qui s'appelle Human, et pour lequel, pour le coup, on avait interviewé des hommes, des femmes, des enfants, un peu partout dans le monde, et j'avais fait beaucoup d'entretiens moi-même. Il y avait quelque chose qui m'avait frappé sur le terrain. Quand on allait dans un pays, les hommes venaient facilement à nous et nous disaient « Ah, je suis fière de mon histoire, j'aimerais bien la raconter devant la caméra ». Alors que les femmes, au début, étaient assez méfiantes, posaient beaucoup de questions. Par contre, une fois qu'elles étaient devant la caméra, pour beaucoup d'entre elles, c'était comme si elles avaient attendu ce moment toute leur vie. Mais c'est incroyable les témoignages que vous arrivez à avoir. Hein. Comment vous avez fait ? Je suis très étonné par la qualité des témoignages. On a pris beaucoup de temps. C'est ça. C'est une question de temps et de confiance. Et évidemment, dans le film, vous ne voyez que des petits extraits de nombreux témoignages, mais qui en réalité duraient des heures. Nos entretiens duraient entre 2 et 3 heures à chaque fois. Et surtout, il y avait des mois de préparation en amont pour trouver les femmes et les mettre en confiance. Parce que pour raconter des choses aussi personnelles et aussi intimes, certaines n'avaient jamais partagé ces choses-là avec personne. Donc oui, ça demandait beaucoup de temps. Voilà, c'est 4 ans de travail, 2000 témoignages, 50 pays, et on rentre vraiment dans l'intimité des femmes, les premières règles, les rapports sexuels, le corps qui change, les femmes battues, violées, l'égalité salariale, le congé maternité, l'éducation, la sexualité. Un film très dense, bande-annonce. I love being a woman. I love the tenderness, the sensitivity, the uniqueness of what it really means to be a woman. Que, independente de raça, de cor, de etnia, de crespo, de liso, mulher merece respeito. Mulher. En tant que femme, je peux faire quelque chose pour que le monde change demain. I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am no quitter, I am a fighter. I want the power that you took away from me.
Avoir un enfant handicapé, c'est la preuve, pour moi, de l'amour infini des mères. Cet enfant ne me regarde pas souvent, m'embrasse pas, et je l'aime. I can do anything now that I've had a baby. I have produced a human being. I am Superwoman. एक हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर एसिड से वार करता है, ये कहाँ की ये संस्था है? I'm no longer gonna be quiet because it's embarrassing. Ben savaşçı bir kadınım. 向上的女人 A feminist. Batalhadora. Mужчина exigente. Жизнерадостная. Dynamique. Веселая. Libre. Parfois je dérange, je dis que même Dieu devrait être une femme. Et la co-réalisatrice Anastasia Mikova est avec nous. Vous savez quoi, dans ce film, je trouve qu'elles sont toutes belles. Mais c'est vrai, elles le sont toutes. Parce que je pense qu'en réalité, ce qu'elles racontent et ce qu'elles dégagent est tellement extraordinaire que cette beauté, elle vient pas forcément de leur physique, elle vient de l'intérieur. Et donc, elles ne peuvent être que belles. Alors j'ai dit à Madame la Préfète tout à l'heure, c'est un film à montrer dans les écoles. Quand on voit l'obscurantisme, le président Macron était hier et justement il y a une lutte là-dessus. Quand on voit l'obscurantisme ou la méconnaissance des femmes ou les a priori, est-ce que ça serait pas quelque chose utile ? On travaille là-dessus. On a été rencontrer le ministre de l'Éducation ainsi que celui de la Culture il y a 10 jours pour parler justement de quelque chose qu'on pourrait faire avec les scolaires, de pouvoir adapter le film parce qu'il y a quand même des sujets extrêmement difficiles, en partie qu'il faut accompagner, qu'il faut expliquer. Donc tu peux pas montrer le film comme ça à tous les âges. Il faut réfléchir à comment l'accompagner. Mais on est en train de travailler là-dessus parce que oui, en effet, je pense que c'est aussi avec la jeunesse et avec les jeunes que ça se passe et par le changement pourrait arriver en partie par eux. Est-ce que justement c'est le bon timing pour que les femmes prennent la parole ? Il n'y a pas de bon ou mauvais timing en fait, ça n'existe pas le bon timing. C'est juste que pendant trop longtemps, on a été dans un monde où quand les femmes ont pris la parole, il n'y avait peut-être pas assez de gens qui étaient prêts à les écouter. Et voilà, quand on travaillait sur Human, je me suis rendu compte que quelque chose était en train de se passer, elles étaient prêtes à prendre la parole de plus en plus, au-delà même sans attendre qu'on les écoute ou sans attendre qu'on vienne les chercher. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, quelque chose est en train de se passer. Je pense qu'Internet a joué un grand rôle là-dessus, parce que les femmes à l'autre bout du monde, qui étaient enfermées dans leur petit village avant, maintenant, elles savent que notre vie est possible, donc elles ne veulent plus attendre. Et du coup, on a démarré ce projet, et 2 ans après, MeToo est arrivé, tous les mouvements, Weinstein, etc., toutes les choses dont on parle dans les médias quasi toutes les semaines, et nous, on n'était pas surpris, parce que c'était déjà là. Il fallait un déclencheur, mais les femmes, elles étaient déjà prêtes à prendre la parole. Alors, il y a des phrases toutes simples, mais qui sont magnifiques. Une femme qui dit « Sans les études, je ne serais pas la même ». Voilà. Et c'est là où on se dit, c'est vrai que sa petite sœur n'a pas fait d'études, peut-être elle a pu en faire et faire de la politique ou devenir quelqu'un. Il y a cette haute vieille femme russe qui est toute ridée, qui parle de son amoureux qui lui manque tellement. Comment est-ce qu'on arrive à sortir ce témoignage? Comment on va vers cette vieille femme russe et qu'on lui dit « Parlez-nous de l'amour de votre vie ». Alors, il faut imaginer que ce projet nous a pris 4 ans en tout pour faire un film de moins de 2 heures. Donc, c'est vraiment, quand je parlais du temps, le temps est très important dans notre travail. Et on a préparé les tournages pendant 1 an. On les a fait pendant 2 ans. On a fait 2000 entretiens dans 50 pays différents. Donc, c'est énorme. J'avais 5 journalistes qui ont travaillé aussi avec nous, qui nous ont accompagnés, qui ont fait les entretiens. Et puis, c'est vraiment au fur et à mesure que les choses se créent. Tu vas à la rencontre des femmes, tu passes du temps avec elles. Parfois, tu as prévu 3 ou 4 témoignages dans la journée. Eh bien, il se passe quelque chose de tellement magique que tu vas annuler les autres et tu vas passer la journée avec cette femme-là parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et nous, on avait ce luxe d'avoir le temps. Et je pense que du coup, elle se sentait en confiance et petit à petit, elle devenait capable, en fait, elle se sentait capable de partager des choses. C'est compliqué de dire à une femme, parle-moi de l'orgasme. Et elles sont face caméra. Et qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est poétique quand elles parlent de l'orgasme. C'est ça qui est intéressant. Moi, je pensais aussi, je voulais qu'on libère la parole des femmes sur tous les sujets. Et pas que sur les choses difficiles. Parce que justement, heureusement que la vie des femmes n'est pas que difficulté et discrimination. Mais du coup, je me suis demandé, pour parler de la sexualité, de l'orgasme, dans certains pays, comment est-ce que ça allait se passer. Donc nous, on posait la question à chaque fois. Et d'ailleurs, souvent, les fixeuses, les traductrices osaient pas trop. La question qui durait une seconde, prenait 5 minutes. Voilà, donc on sentait bien qu'elle n'arrivait même pas à la poser.
Et par contre, les femmes, mais une fois que tu ouvrais cette porte, mais c'est vraiment comme si elles avaient attendu ce moment. Elles racontaient des choses, c'était l'avalanche. Et on ne pouvait plus les arrêter. On a même dû couper au montage parce qu'on s'est dit sinon ça va devenir un film érotique, c'est quand même pas le but non plus. Voilà, et il y a des phrases très étonnantes pour nous autres garçons. On sait ce qu'est une femme indisposée, bien évidemment, une femme qui a ses règles. Il y en a une qui dit « on est forte ». Nous les femmes, parce que chaque mois on saigne. Mais de manière générale, pour moi, le message général de ce film, le message principal, c'est la force et la résilience des femmes. Moi, je savais que les femmes étaient fortes quand même, je soupçonnais un petit peu, mais je ne pensais pas qu'elles étaient fortes à ce point-là. C'est dingue, dans les endroits les plus difficiles, avec des histoires abominables, mais insupportables même à écouter, donc je ne sais même pas à vivre, les femmes étaient là face à moi, debout, et me disaient, moi, je ne veux pas être une victime, je ne veux pas être enfermée dans ce statut de victime, donc je vais prendre ma vie en main pour ne pas être ça. Et je trouve que la force des femmes, c'est extraordinaire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Allez voir ce film. Il est exceptionnel. Voilà, ça vous a donné envie de le voir? Complètement, voilà. Mais c'est bien que ça vienne d'un homme aussi, parce que vraiment, ce n'est pas un film. C'est pas parce que ça s'appelle Woman que ça ne s'adresse qu'aux femmes, au contraire. Au contraire, c'est vraiment un film pour tout le monde, voilà, pour toutes les générations. Exactement. Et on apprend beaucoup de choses sur nos différences. Voilà. Bravo à vous, félicitez Yann Arthus Bertrand, c'est un très beau film. On va vous libérer. Bonne route à vous, Madame la préfète. Je dis souvent Madame le préfet. Madame la préfète, Josiane Chevalier, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci de votre invitation. Voilà, à suivre. Et ce soir, c'est 20h15 à l'UGC Ciné-Cité. C'est Anastasia que vous allez rencontrer, pouvoir continuer comme ça cette interview en toute intimité. À suivre, c'est Vera et ses invités juste après ça. Et retour sur le plateau tous les mercredis, le Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une chronique éco-friendly. Avec nous ce soir, c'est Fun et Éthique. Ça s'appelle Fun Éthique. Martine et Olaf, bonsoir. Vous êtes les créateurs et fondateurs de cette marque. Fun Éthique, c'est quoi ? Alors Fun Éthique, c'est la marque de cosmétiques bio alsacienne. On propose des soins naturels et certifiés. Et comment est né ce projet ? Ce projet, il est né maintenant, il est né il y a plus de 8 ans, avec la volonté de démocratiser le bio. Donc un soir, on a décidé de créer notre propre marque et on est parti d'une page blanche avec la volonté donc de vendre des produits de qualité en supermarché à des prix accessibles et avec un modèle de gestion éthique et responsable. C'est quoi le produit le plus cher du coup ? Ce sont nos huiles, voilà, mais à moins de 12 €. Voilà. Tous les produits sont à moins de 12 €. Alors là, j'ai quelques produits que vous proposez. Quel genre de produits proposez-vous justement ? Alors on propose des soins organisés par catégorie d'âge, à savoir que nous avons créé 3 gammes de soins. Une pour les adolescentes où on va traiter tous les problèmes d'acné des jeunes, une pour les jeunes femmes où on travaille plus l'éclat du teint, et une pour les femmes où on travaille l'hydratation intensive. Et on ne propose que les indispensables du quotidien. Quand on parle de marque éco-friendly, il faut considérer que chez nous, ça veut aussi dire de ne pas mettre sur le marché des produits qui servent à rien. Donc on aura des eaux micellaires, des crèmes de jour, des déodorants, des huiles de soin. Et pour le reste de la famille, on a aussi des gels douche, des savons. Alors votre marque, elle est fun, mais elle est aussi éthique. Comment se traduit la partie éthique ? Le côté éthique, j'ai envie de dire, c'est démontrer que le respect du consommateur et le respect de l'environnement sont aussi la base. On va dire le respect du consommateur, ça passe par lui proposer uniquement des formules saines, exemptes de tout ingrédient controverse, parce qu'il y en a un paquet d'ingrédients controverses. C'est de lui proposer des produits à un prix accessible et de faire preuve aussi de transparence. Je crois qu'on est la seule marque aujourd'hui à détailler sur notre site internet la décomposition du prix de vente. Voyez. Et c'est pour qui finalement ces produits ? Essentiellement pour les femmes. Alors ce soir, on est avec vous après avoir entendu les 2 autres sujets. On est vraiment très à l'aise et très fiers d'être là ce soir parce qu'on destine nos produits aujourd'hui essentiellement pour les femmes, même si nos gels douche et nos savons sont destinés à toute la famille. Mais je peux les utiliser moi aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas droit à un super gel douche. Voilà, d'accord, c'était bien vendu. Et où est-ce qu'on peut les trouver du coup ? Nous, on a fait le choix d'être présents en supermarché. Comme vous l'a dit tout à l'heure, Olaf, notre souhait à nous, c'était de rendre des cosmétiques de super qualité accessibles à tous. Et pour être accessible à tous, il faut aller là où sont les gens qui n'ont pas forcément les revenus les plus élevés. Donc, on est présent en supermarché.
Voilà, non, en tout cas, merci à vous pour cette belle découverte. J'adore cette marque, elle est absolument incroyable. Vous avez les informations qui s'affichent en dessous. Allez vous abonner à la page Instagram pour suivre leur actualité. Phonétique bio. Autre actu, Vera. Alors, cette semaine, dans l'émission Qui veut être mon associé, on a vu quelqu'un qui était déjà sur notre plateau. C'est Adrien, le cofondateur de New, la crème solaire, qui est minérale, écologique et engagée, qu'on soutient depuis le début. Il a rencontré un franc succès sur le plateau. Il a eu des propositions vraiment sympathiques. Et vous vous demandez sans doute ce qu'il est devenu depuis, comment la marque a évolué. Regardez ces images, vous avez la réponse. Salut Vera, salut Alsace 20, c'est Adrien de New. Je voulais vous faire un petit débrief de notre passage hier soir dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Ça a été juste une aventure de fou. On s'est rassemblés au bureau, on a attendu le passage de l'émission ensemble et là, grosse explosion, 50 000 visiteurs sur le site, des centaines de mails, de messages sur les réseaux sociaux, beaucoup de bienveillance, beaucoup de remerciements simplement pour le projet. Là, clairement, on peut dire qu'on est passé dans une sorte d'étape supérieure et c'est juste fou pour nous en fait. C'était pile le bon moment. Donc clairement, un grand merci à tous ceux qui ont regardé l'émission, un grand merci à tous les Alsaciens qui nous ont soutenus, un grand merci à Alsace 20 de nous avoir permis aussi de donner de la visibilité au projet et on espère repasser très vite vous voir et passer un peu de temps avec vous. Gros bisous à tous. Voilà, après un deuxième coup de cœur maintenant. Alors mon coup de cœur de la semaine, c'est Sisters Republic. C'est la culotte qui change les règles. Regardez ces images. C'est la culotte donc qui dit en fait que les femmes ont le droit de se sentir belles, sexy, même pendant leurs règles. Donc ces femmes ont créé des modèles ultra confortables, jolis comme votre lingerie, 100% efficaces, écolo et durable. Je vous invite à vite les découvrir. Voilà, j'en ai une avec moi. Elle est super canon. Et ben voilà, toutes ces infos, vous les retrouvez sur l'Instagram évidemment de Vera, sur son 3W et sur le site d'Alsace 20. Merci beaucoup Vera, merci à vous et bonne route à Phonétique. En tout cas, le packaging est très sympa. Merci Martine, merci Olaf. Merci à vous. Et on va retrouver quelqu'un qui devrait les utiliser, j'imagine, Delphine Despizer, à mon avis. Ça peut le faire, c'est parti. Au Cèdre, dégustez une cuisine libanaise faite maison avec des ingrédients de qualité en plein cœur de la Cruteno à Strasbourg. Salut Vinhunter et bienvenue à Haguenau. Aujourd'hui, nous allons parler nature. Nous sommes avec Aurélia. Bonjour Aurélia. Bonjour. Alors toi, tu es chargée de mission côté forêt pour la ville de Haguenau. Tout à fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors mon objectif c'est de mettre en valeur les patrimoines de la forêt dans toutes leurs dimensions, que ce soit au niveau économique, environnemental, mais aussi en matière d'accueil du public. Cette forêt elle a aussi un enjeu sociétal. D'accord, alors je sais que la forêt d'Haguenau a vraiment une particularité, elle est unique par rapport à toutes les autres forêts de France. Oui, alors elle est unique à plusieurs titres. Déjà par son statut d'indivision qui est historique, qui est un statut qui est une copropriété entre l'État et la ville. Et parce que d'habitude les autres forêts, alors soit elles sont propriété de l'État, de communes ou d'autres collectivités ou privées. Oui. Mais rarement copropriété. Et donc Haguenau, c'est la plus grande forêt indivise de France. D'accord. Et on le doit à Louis XIV. Oh, voilà. Ok, très bien. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'elle est encore exceptionnelle, cette forêt dans laquelle on va rentrer tout à l'heure? Alors, elle est exceptionnelle par sa taille. Elle est très grande. Hein. Elle fait 13 400 hectares. Donc il faut imaginer 13 400 terrains de foot finalement. Ah ouais, comme ça. À vue comme ça, c'est énorme. Oh, on pourrait presque s'y perdre. Bon, je vais rester avec toi, tu es mon guide. Alors Aurélia, pour faire la promotion de cette si belle forêt, tu n'es pas seule. Ah non. Ouais. Vous êtes à plusieurs. C'est un travail collectif qu'on a engagé en 2015 dans la démarche forêt d'exception. Okay. On a obtenu tout récemment le label. Félicitations. Et merci. Et l'idée, c'était vraiment de mettre autour de la table tous les partenaires, tous les gens qui ont attrait à la forêt. Ouais. Et on a pour cela des passionnés qui nous accompagnent. D'ailleurs, je vais te présenter Gérard. Qui est président d'une association qui milite pour cette belle forêt. Tout à fait. On y va ? Donc là, je t'amène au Gros Chêne où nous allons rejoindre Gérard, qui est passionné de nature et président de l'association Faune-Flore de Haguenau. Génial. Je vous laisse ensemble. Oh, merci. Bonjour Gérard. Bonjour. Comment ça va?
Merci beaucoup, pour quel honneur. Merci. Alors là, c'est le point de rencontre dans la forêt de Haguenau. C'est le point de rencontre des gens qui se voient le week-end, dans la semaine. Et qui parlent aussi de passion. Naturellement. On est au bon endroit alors. Alors Gérard, pour le coup, ça, c'est pas forcément la partie la plus vivante de votre passion et au sens premier, puisque cet arbre est mort depuis 1913. Alors Gérard, d'où vous vient cette passion pour la forêt? Cette passion vient déjà de mon jeune âge. Mon grand-père avait une basse-cour déjà. Il y avait des animaux, il y avait plein de trucs. Il y avait même le cochon à l'époque. Ouais. Et puis il m'a emmené à la pêche. Et puis déjà à l'âge de 5 ans, j'étais en pleine nature avec ce monsieur une idole. Ah ouais, oui. Bon alors on a un point commun alors déjà, oui. c'est très bien. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans la forêt? C'est quoi le but? C'est d'être dans le ressenti, dans l'oreille, dans le... Dans tout, dans l'oreille, l'ouïe, le senti, le silence que la forêt nous apporte. C'est malgré ce qu'on entend, les oiseaux et tout ça, c'est un enchantement. C'est quoi la saison que vous préférez? Le printemps et l'automne. Les intersaisons? Déjà la forêt qui revit au printemps et qui s'éteint en automne. Avec les couleurs. Les couleurs, c'est fantastique. Ouais. Ça veut dire que tous les arbres, vous les connaissez, toutes les feuilles aussi? Plutôt oui, parce que c'est très diversifié. Hein. Et puis chaque saison a ses pousses qui viennent et puis tout ça. Et puis l'ail des ours par exemple, avec son histoire. Les cueillettes, vous allez aussi aux champignons? Non, oui et non, parce que il y a beaucoup de choses qu'on fait. Et puis champignons, c'était par mon fort. Hein, en fait, les champignons, c'est encore quelque chose de tout à fait à part. À part, mais ils ont leur place dans la forêt. Merci beaucoup Gérard pour l'énergie que vous avez partagée avec moi et qu'on a partagée avec la forêt aussi. Avec plaisir. Et nous, on se dit Morotskiet et à bientôt. C'est très difficile, le froid, c'est vraiment très difficile. Ouais, le froid, c'est... On va peut-être le refaire sur le Morotskiet et à bientôt. Hein. Il y avait un petit... Et place à présent au magazine Au cœur de l'Europe. Ce sera suivi de l'entreprise de la semaine. Quant à moi, je vous retrouve demain en direct à 19h. Salut! L'élévation mondiale du niveau de la mer, une des conséquences du dérèglement climatique. La température moyenne pourrait donc augmenter de 2 à 4 degrés dans le monde d'ici 2100 et des villes comme Brême et Hambourg pourraient se retrouver sous l'eau. En 2016, les Global Goals, des objectifs mondiaux, ont été formulés par les Nations Unies. Dans le cadre de la 3e édition de la Journée mondiale des Global Goals, environ 200 élèves de Karlsruhe débattent sur des défis mondiaux auxquels ils seront confrontés au cours des prochaines décennies. Et des exemples, il y en a plein. Nous aidons financièrement un garçon au Rwanda. Son nom est Jadon, pour qu'il puisse aller à l'école et étudier et pour qu'il puisse se nourrir et s'acheter des uniformes scolaires. Plutôt que d'acheter des vêtements très bon marché, chez Primark par exemple, il est peut-être préférable d'acheter quelque chose d'une qualité supérieure. Je ne suis pas fan des bateaux de croisière, donc comme on parlait de préserver l'eau, j'essaye aussi de rouler le plus possible en train. Personnellement, j'essaye de prendre la voiture le moins possible et d'acheter des produits sans plastique. Les Global Goals, ce sont au total 17 objectifs mondiaux que les Nations Unies se sont fixés en 2016. Des objectifs qui devraient être atteints d'ici 2030 par les 193 pays membres. Ce sont les objectifs mondiaux de durabilité. Et tout a commencé lorsque nos élèves ont réalisé un projet de classe autour du chocolat. Ils ont alors remarqué que le chocolat était très souvent récolté par des enfants et ça les a beaucoup choqués. Ils ont donc voulu en parler autour d'eux et donc nous avons décidé ensemble de créer une rencontre autour des Global Goals. La journée mondiale des Global Goals de Karlsruhe est très bien accueillie par les élèves et a déjà permis de développer des projets comme des actions de dons de vêtements et de nourriture. Bien entendu, on ne va pas changer le monde en une journée. Demain, il y aura encore des enfants vivant dans la pauvreté. On dit souvent que les enfants devraient pouvoir prendre plus de décisions dans leur école. Eh bien ici, c'est le cas. Il reste à voir comment les grandes puissances mondiales s'attaqueront aux défis majeurs du changement climatique. Pour Clemens Wegmann, il est certain que chacun peut intégrer les 17 objectifs mondiaux des Nations Unies dans sa vie quotidienne, à l'image de ses 200 élèves de Karlsruhe.
Les salles de sport à Karlsruhe, trop peu d'espace intérieur pour un trop grand nombre d'athlètes. Un sujet qui, selon le maire de la ville, Martin Lenz, pose problème depuis des décennies. Karlsruhe développe donc un plan sportif pour y remédier, mais il faudra attendre quelques années avant sa mise en œuvre. Les joueurs du club de volleyball PSK de Weierfeld-Dammerstock, au sud de Karlsruhe, souffrent actuellement de cette situation. Nous obtenons toujours de nouvelles salles à louer, mais pas dans la zone où notre club est situé, c'est-à-dire au sud de Karlsruhe. Je pourrais avoir des salles qui seraient parfaites pour notre sport, surtout pour les jeunes, mais pas dans nos créneaux horaires. Tout est complet pour les prochaines années. En plus de leur disponibilité, de la localisation des salles de Karlsruhe, s'ajoutent des places de parking limitées ou parfois l'insalubrité des locaux. Consciente des difficultés que rencontrent les clubs sportifs, la ville prend le problème à bras-le-corps. En 2021, un complexe sportif fermera ses portes pour être transformé en un grand centre sportif avec 3 terrains d'évolution, surtout prévu pour les joueurs de basket du PSK Lions Club. Puis rapidement, un autre complexe devrait être transformé pour accueillir les joueurs de volley. Nous arriverons donc en 2023. Ça ne me convient pas du tout que les salles ferment autant de temps, surtout l'Europa Hall. Elles devraient rouvrir en 2023. Pour la rentrée 2024, le public scolaire de notre ville pourra évoluer dans 2 salles à 3 terrains à Oberreuth et une 3e verra aussi le jour à la Hebel-Realschule. D'après la planification du projet sportif, les nouvelles salles seront construites en premier. Les clubs devront être encore patients jusqu'en 2024. L'entreprise de la semaine avec la CCI Alsace Eurométropole et les experts comptables d'Alsace, partenaires de la performance. Lisea est une marque de cosmétiques née d'une association de compétences. Virginie est spécialisée dans le marketing de cosmétiques, Adrien est docteur en biologie. Ensemble, ils ont créé leur ligne de cosmétiques. Lisea a été créée en 2011. Par moi-même et puis mon mari Adrien. On avait vraiment la volonté de pouvoir proposer des produits qui soient à la fois bio, naturels, efficaces et avec une approche un petit peu différente de la cosmétique, notamment des choses assez colorées, assez ludiques. Avec la première marque qu'on a lancée, c'était Lady Green, à l'attention des filles de 14 à 20 ans. Donc voilà, Lady Green, le but donc traiter les petits problèmes de peau avec efficacité, en respectant la santé et l'environnement et en ramenant du plaisir dans l'utilisation des produits. Lisea s'est basée sur des formules existantes à base d'aloe vera ou d'argousier, efficaces pour le traitement de l'acné. La marque a pris son envol. Les difficultés sont souvent les difficultés que connaissent les startups, c'est-à-dire qu'au départ, on est toujours un peu dépendant au niveau des financements jusqu'à ce qu'on atteigne un point de rentabilité. Donc c'est des difficultés des fois de trouver des partenaires. Donc au départ, il a fallu aller chercher des prêts avec les banques. Je dirais que c'est une difficulté qui est toujours importante les premières années. Bon, maintenant on est vraiment content parce que on arrive à 7 ans d'existence, donc c'est vrai qu'on a fait nos preuves. Je pense que notre business marche relativement bien, donc on est sorti un petit peu de cette phase-là.